Donc on va passer au dossier 2. Le dossier 2, c'est un dossier qui est également assez typique, qu'il faut que vous connaissiez. Donc ça va être un dossier qui va être abdominal. Les pathologies abdominales, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué en radiologie, qu'il faut connaître, en tout cas qu'il faut arriver à analyser. Donc on va pas refaire l'ensemble de la radioanatomie de l'abdomen. Je vais vous détailler juste ce qu'on voit sur les coupes qu'on va voir. Mais en tout cas, il faut vraiment connaître à peu près en tout cas la position des différents organes, le foie à droite, la rate à gauche, les reins qui sont juste en dessous, les surrénales qui surmontent les reins, et ensuite le trajet du côlon, donc qui fait vraiment le côlon sigmoïde, le côlon gauche, le côlon transverse, le côlon droit, le cécum, et ensuite les os grêles qu'on a plus de mal à suivre. En tout cas, connaissez des rudiments d'anatomie euh, plus ou moins radiologiques pour arriver à vous débrouiller sur les imageries et sur vos cas cliniques en général, sur la vie en général. Donc là, on a Madame G qui a 64 ans, donc une femme qui est plutôt âgée, qui est admise aux urgences pour de violentes douleurs abdominales. Donc là, attention, douleur abdominale, il faut toujours penser, est-ce que c'est chirurgical et est-ce qu'il y a de la fièvre? C'est vraiment les deux points qui sont importants sur une toute douleur abdominale. Elles sont épigastriques, donc épigastrique, tout de suite on se dit attention, épigastrique ça peut être donc le pancréas, qui est vraiment juste en épigastrique, ça peut être une irradiation d'une douleur de colique hépatique, donc de la vésicule biliaire, mais il faudra également penser à tout ce qui est douleur projetée. Un infarctus peut donner des douleurs épigastriques, donc attention. Là, on voit que la douleur est transfixiante. C'est un élément très important, puisqu'une douleur transfixiante, c'est assez rare en médecine, une vraie douleur transfixiante, et ça oriente vraiment ici vers une douleur pancréatique. Une douleur transfixiante dorsale, par exemple, chez une femme jeune, serait en faveur d'une dissection de la l'aorte. Mais là, en tout cas, une douleur épigastrique transfixiante, vous pouvez, avec une forte probabilité, dire que c'est une douleur pancréatique. Elle est en coup de poignard, elle a débuté le matin, donc c'est une douleur qui est aiguë, et elle a également des vomissements. Donc, si vous voyez marqué vomissement, attention, peut-être que la patiente est en occlusion. Là, on n'a pas d'autres éléments en faveur, mais toujours penser peut-être qu'il y a une occlusion sous-jacente. À l'examen physique, elle est pâle, donc peut-être anémiée, peut-être déshydratée. Ses muqueuses sont sèches, donc on a une déshydratation. Et vous remarquez un pli cutané, donc ça signe la déshydratation extracellulaire. Donc là, vous pouvez dire que très vraisemblablement, il se passe quelque chose elle a une pathologie qui est assez brusque, assez violente. Donc les constantes, on a une pression artérielle qui est basse. Donc là, vous voyez qu'on est même en choc. Bon, on ne sait pas trop si elle a de la fièvre ou pas. Elle n'a pas de fièvre, donc on peut dire qu'elle est en choc a priori hypovolémique, puisqu'elle est en déshydratation extracellulaire. La fréquence cardiaque est à 130, donc on a une tachycardie également. La saturation, les limites, 97%, on serait quand même mieux un peu plus haut, mais ça va. On n'a pas d'hémorragie, l'hémoglobine est bonne, les plaquettes sont bonnes. Tout est bien, on a uniquement les globules blancs qui sont augmentés, et surtout le bilan hépatique qui est perturbé, avec des alades supérieures à 3N, ça c'est très important, on va le voir après. L'amylase, oubliez-la, je vous l'ai mis parce que c'est encore dans les bilans biologiques, mais on ne s'en sert quasiment plus, sauf dans les pathologies tumorales. Ce qui est très important, c'est ça, puisque cet élément vous permet de poser votre diagnostic. Vous aviez une douleur qui ressemble à une douleur pancréatique, épigastrique transfixiante, vous avez une lipase qui est augmentée, vous oubliez tout le reste, vous pouvez dire qu'elle a une pancréatite aiguë. Lipase supérieure à 3N plus douleur typique égale pancréatite aiguë. Pas besoin d'imagerie, pas besoin de scanner, pas besoin d'échographie, et pas besoin d'autres examens pour dire qu'elle a une pancréatite aiguë. Le reste était normal, donc la créatinine est normale actuellement, elle n'a pas encore l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, mais vu la pression artérielle, vu la déshydratation extracellulaire, on peut se douter que sa fonction rénale va diminuer assez vite si jamais on ne fait rien, si jamais on ne la réhydrate pas. Donc là, le diagnostic de pancréatite aiguë est posé. Pourquoi est-ce que je vous ai mis toutes ces constantes biologiques? C'est pour calculer le score de Ronson, bien sûr. Le score de Ronson, vous savez que c'est un score clinico-biologique qui permet d'évaluer la gravité d'une pancréatite aiguë à son admission, puis à 24-48 heures. Je vous rappellerai pas le score de Ronson puisqu'il est dans tous les livres. En tout cas, vous avez plusieurs éléments qui permettent de calculer ce score. Je vous ai attiré l'attention sur les alades supérieures à 3N. Ça, c'est très en faveur d'une origine biliaire de la pancréatite. Vous savez que les pancréatites aiguës, on a soit une origine alcoolique, soit une origine biliaire. Les autres causes sont vraiment beaucoup plus rares. Et donc dans vos dossiers et à l'internat notamment, vous n'aurez a priori
que soit la cause alcoolique, soit la cause biliaire. Ici, qu'est-ce qu'on avait en faveur de la cause biliaire? On avait le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle ait plus de 50 ans, et surtout le fait qu'elle ait des alates augmentées à 3N. Tout ça, c'est très très en faveur d'une pathologie biliaire. Donc cette patiente, à moins qu'elle nous dise qu'elle boive régulièrement, on va partir plutôt sur une origine biliaire. Et si c'est une pancréatite aiguë grave, on pourra dans ces cas-là essayer d'aller extraire le calcul, essayer d'aller ouvrir la voie biliaire principale pour soigner cette patiente, pour la soulager. Donc alors, la question c'était quel était votre diagnostic? On l'a vu, le diagnostic c'est une pancréatite aiguë, probablement lithiasique. Donc là encore une fois, on n'en est pas sûr, on n'a rien qui nous le prouve, mais on a les alates, on a le sexe, et on a l'âge. Et tout ça, c'est très très en faveur de la pathologie biliaire. Donc vraiment, mouillez-vous dès le diagnostic. Au pire, on vous dira c'est pas ça, vous ne perdrez pas de points. Mais essayez de ne pas oublier ce mot-clé qui va vous faire gagner des points. Et compliqué d'un choc hypovolémique, ça c'est très important également. Il ne faut pas vous arrêter au diagnostic principal. Certes, il y a une pancréatite, certes, c'est quasiment la majorité des points du dossier, mais elle est compliquée d'un choc hypovolémique, et ça, il faut le mentionner, puisqu'il va falloir traiter la patiente en fonction du choc. Donc il faudra vraiment la réhydrater, la remplir, etc. Donc le diagnostic, on l'a vu, douleur, lipazémie, et aucun intérêt de l'amylasémie qui est à bannir des bilans pancréatiques lors d'une suspicion de pancréatite. Il y a une conférence de consensus sur la prise en charge de la pancréatite aiguë qu'il faut que vous connaissiez bien et qui mentionne bien ce fait que l'amylasémie n'a plus aucune indication aujourd'hui. Donc l'icono suivante a été réalisée à l'arrivée aux urgences. Qu'est-ce que vous voyez? Donc vous repérez le type d'examen. Là c'est un scanner abdominal qui est centré sur le pancréas. Le pancréas est ici. On va refaire un petit tour d'anatomie. Il faut d'abord dire si ce scanner, donc s'il est en coupe axiale ou pas. Là c'est une coupe axiale. S'il est injecté ou pas. Là est-ce qu'il est injecté? Vous voyez que l'aorte qui est ici est hyperdense, donc elle est rehaussée par des produits de contraste. Donc on a fait une injection de produits de contraste. Donc il faudra dire c'est un scanner avec injection de produits de contraste en coupe axiale centré sur le pancréas. Donc un petit rappel d'anatomie rapide. Ici vous avez repéré bien sûr le rein droit qui est là. Là ce qu'on voit ici c'est un bout du foie. C'est vraiment le bas du foie. Donc il n'a pas une forme de foie habituelle, mais en tout cas c'est le foie. Ici c'est la rate. Donc vous voyez c'est assez simple l'anatomie de l'abdomen. Lorsqu'il y a beaucoup de graisse, là vous voyez c'est de la graisse ici. Lorsqu'il y a beaucoup de graisse, les organes sont très bien limités entre eux, donc on peut facilement décrire les organes les uns après les autres. Et le pancréas, où est-ce qu'il est? En fait, ce qu'il faut visualiser, c'est cette structure-là. Tout ça, c'est donc la veine splénique qui est ici. Et en fait, la veine splénique va se diriger vers la rate. Ici, on ne la voit pas en entier. Elle va se diriger vers la rate. Et pour repérer le pancréas, c'est facile. C'est une glande qui est posée juste au-dessus et en avant de la veine splénique. Donc vous voyez ici parfaitement le pancréas qui est comme ça. Donc repérez votre veine splénique. C'est une veine qui fait vraiment comme ça en axial. Et le pancréas est posé sur la veine splénique. Donc là, il est facile à repérer. L'organe qu'on voit juste au contact de la tête du pancréas, ici, vous voyez qu'il y a des bulles d'air à l'intérieur. Les bulles d'air, c'est ce qui est en noir. C'est le duodénum. Vous savez que le pancréas, la tête du pancréas est vraiment posée dans le cadre duodénal. Il y a D1, D2, D3. Et la tête du pancréas est vraiment posée dans le cadre duodénal. Donc là, vous voyez, c'est facile. Une coupe axiale du pancréas. Vous repérez le foie, la rate, le rein, la veine splénique, c'est important. Le duodénum, si vous le voyez, mais parfois c'est difficile quand on commence de voir le duodénum. Et vous repérez votre pancréas qui est posé juste devant. Donc là, est-ce que ce pancréas paraît normal? Alors justement, on le voit très bien sur cet examen, et on le voit trop bien. Donc ça veut dire qu'il est augmenté de volume. Là, il est un peu anormal, il est un peu augmenté de volume. Par contre, il n'y a pas de coulée de nécrose. Les coulées de nécrose, on en verra après. C'est vraiment des hypodensités qui sont diffuses, on va en voir après. Le pancréas est quand même globalement homogène. Vous voyez que la glande pancréatique se rehausse de façon homogène. Et il n'y a pas de nécrose intrapancréatique. La graisse autour est bien. Donc c'est vraiment une pancréatite qui est bénigne. Sur le scanner à côté, on retrouve le foie ici. On est sur une coupe qui est un peu plus haute. Toujours dans l'abdomen mais plus haute. On retrouve le foie.
cet organe ici, c'est la vésicule biliaire, qui est hypodense, donc il y a du liquide à l'intérieur. Ici, on retrouve le rein droit, la rate, l'aorte est toujours ici, et le pancréas va être par contre ici. Ça, c'est la face haute du pancréas. Vous voyez que sur cet examen, c'est beaucoup plus facile de le repérer. Donc, cet examen qui était un scanner abdominal nous confirme que le pancréas est augmenté de volume. Alors, hétérogène pas tellement, peut-être en haut au niveau du crochet, au niveau de l'isthme pancréatique, mais en tout cas, sur l'image qu'on voyait, pas tellement. Il n'y a pas d'infiltration de la graisse en regard. Je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure. Et surtout, il n'y a pas de coulée de nécrose et il n'y a pas de nécrose pancréatique. Le nodule surrénalien gauche, je ne vous l'ai pas montré. Mais effectivement, si on retourne sur cet examen, les surrénales sont posées juste au-dessus des reins. Donc ça, c'est la surrénale. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit nodule surrénalien. C'est probablement rien, c'est probablement un adénome, mais en tout cas, il faudra le signaler dans votre compte rendu. C'est donc une pancréatite aiguë qui est non sévère. Et le score de Balthazar, il est attribué à B1. Pourquoi B1? Parce que déjà, il n'y a pas de nécrose. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, le pancréas n'est pas normal, mais il est juste augmenté de volume. Il n'y a pas de densification de la graisse, il n'y a pas de coulée de nécrose. Et ça signe un stade B. La question subsidiaire, c'était est-ce que cet examen était indispensable? Et ça, vous le savez tous quasiment. Il ne faut pas réaliser un scanner avant 48 heures après le début des symptômes pour une pancréatite aiguë. Donc ici, c'est un peu trop tôt. Le problème, c'est pas de faire le diagnostic, parce que le diagnostic, il est clinico-biologique. C'est lipase supérieure à 3N et douleur pancréatique. Le problème, pour le scanner, l'intérêt du scanner, c'est de voir si la pancréatite est grave ou pas. Et savoir si elle est grave ou pas, il faut laisser le temps à la pancréatite d'évoluer un petit peu. Donc il faudra faire le scanner à 48-72 heures pour voir s'il y a des coulées de nécrose ou s'il y a une nécrose de la glande pancréatique. Ici, on est un peu trop tôt. Peut-être qu'on est un peu trop optimiste sur les lésions. Ici, votre externe vous réclame un scanner 2 jours plus tard alors que le diagnostic était déjà posé. Que lui répondez-vous? Alors souvent dans les dossiers, l'externe a faux. Parfois, il a raison, donc il faut faire attention. Donc là, oui, il avait raison. Et donc on l'a vu, le scanner, il faut le faire uniquement à 48 heures. On pourrait faire un scanner à l'arrivée et à 48 heures. Mais le scanner, c'est un examen qui est irradiant, donc avec des rayons X. Et c'est jamais négligeable d'exposer un patient parfois jeune. Bon, ici, elle est âgée, donc c'est moins grave. Mais un patient jeune qui a une pancréatite aiguë, il faut faire attention à l'exposition, il faut faire attention à ne pas envoyer trop de rayons X à ce patient. Donc 48 heures, ça permet de voir surtout la nécrose pancréatique, c'est ça l'élément clé. Et il n'y a aucun intérêt de la TDM dans le diagnostic qui est encore une fois clinico-biologique. Donc, le nouveau scanner qui a été réalisé à 48 heures, donc je vous rassure, c'est pas la même patiente. Là, j'ai mis un autre scanner artificiellement pour vous montrer une pancréatite qui est plus grave, mais c'était pas la même patiente. Une patiente qui a une pancréatite qui est pas grave du tout, elle n'évolue quasiment jamais vers de la nécrose. Ça, c'est rare ici. Donc ici, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. On a encore un scanner qui est abdominal. Vous voyez que l'aorte, encore une fois, qui est ici, est injectée. Mais par contre, on comprend plus trop ce qui se passe dans cet abdomen. Donc on va d'abord commencer par cette coupe-là. Ici, vous repérez le foie, ça c'est toujours facile. La rate, encore une fois, facile à voir. Ici, vous voyez qu'il y a une grosse poche à air qui est ici. A priori, c'est l'estomac. Mais vous voyez qu'au niveau de l'estomac, il y a toute cette zone-là, qui en fait est en dehors de l'estomac, qui est hypodense. Et donc, encore une fois, tout ce qui est hypodense au scanner va être préférentiellement du liquide. Donc ici, on a une coulée liquidienne. On ne sait pas si c'est de la nécrose ou pas. A priori, c'est de la nécrose, jusqu'à preuve du contraire, qui est à côté de l'estomac. La glande pancréatique, elle est où? On a beaucoup plus de mal à la repérer, parce que vous souvenez peut-être que sur la première diapositive, sur une pancréatite pas grave, le pancréas était plutôt hyper dense, ou en tout cas beaucoup plus dense que le reste, et donc se voyait beaucoup. Ici, vous voyez que le pancréas, je vous le dessine, il est là. Et ce pancréas est beaucoup moins dense que celui qu'on avait vu tout à l'heure. Il est même franchement hypodense. Ici, on a des zones vraiment hypodenses, ici aussi. Il est hétérogène. Et donc pourquoi est-ce qu'il est hétérogène? Pourquoi est-ce qu'il est hypodense auto-artérielle? Parce qu'il est probablement nécrosé. La nécrose, c'est un point important, ça ne se rehausse pas après l'injection de produits de contraste. Donc ici, ce pancréas est très probablement nécrosé, avec de la nécrose pancréatique étendue. Si on revient sur cette coupe, on a encore du mal à voir où est le pancréas.
très probablement ici, donc on a les deux reins, encore une fois, ça c'est facile à repérer. Ici c'est du côlon, très probablement, puisqu'on voit qu'il y a de l'air digestif, donc tout ça c'est probablement du côlon. Par contre, ce qu'il faut repérer, encore une fois, c'est toutes ces zones ici qui sont hypodenses, là également, ici, également ici, toutes ces zones qui sont hypodenses et qui correspondent à des coulées de nécrose. Donc ici vous voyez qu'on a de multiples coulées de nécrose. Alors pour ce qui est de la densification de la graisse, c'est un signe un peu plus compliqué. Vous voyez ici de la graisse abdominale qui est là, c'est de la graisse qui est plutôt, donc c'est gris. Si la fenêtre du scanner est trop fermée, elle va apparaître noire, donc on ne pourra pas l'analyser. En tout cas ici vous voyez que la graisse qui est donc sous-cutanée et la graisse qui est intra-abdominale a la même couleur, a la même densité. Et dès qu'on a une inflammation ou une infection dans l'abdomen, cette graisse va être inflammée et donc va avoir tendance à se densifier, à être davantage visible. Et ici, par exemple, c'est un peu difficile de faire la différence entre les coulées de nécrose et la densification de la graisse, mais on peut avoir l'impression que dans ces zones-là, on a, bon, c'est pas très beau, on a une densification de la graisse, on a la graisse qui est davantage visible, et donc ça signe un processus inflammatoire. Donc là, vous aviez vu, le scanner a donc injecté au temps portal, et on a donc au moins une coulée de nécrose. Il y a probablement de multiples coulées de nécrose qui comblent l'arrière-cavité des épiplombs. Donc l'arrière-cavité des épiplombs, vous savez que c'est derrière l'estomac et c'est devant le pancréas. Donc ici, vous voyez que toute cette zone est comblée par une coulée de nécrose. Donc c'est l'arrière-cavité qui s'étend jusqu'en avant au fascia prérénal antérieur, pararénal antérieur gauche. Le fascia pararénal antérieur gauche, il est là, comme son nom l'indique. Il est juste en avant du rein. Donc c'est cette infiltration qui est l'infiltration du fascia pararénal gauche. Vous, à votre niveau, vous n'avez pas besoin de connaître ces notions anatomiques plus complexes. Il faut juste que vous repériez qu'il y a du liquide, ici, ici et ici, qui est péripancréatique et qui signe l'existence d'une coulée de nécrose. En pratique, sur un scanner abdominal, si vraiment vous ne comprenez plus rien, que vous ne savez plus trop quelles sont les anses digestives et quelles sont les coulées de nécrose, c'est qu'il y a probablement plusieurs coulées de nécrose, et c'est pour ça qu'on a du mal à interpréter. Le parenchyme pancréatique donc se rehausse pas du tout, c'est donc il y a une nécrose pancréatique. Et si on fait le score de Balthazar, on a un Balthazar qui est E, avec une nécrose qui est supérieure à 50%. Donc on va voir après comment est-ce qu'on le cote. En tout cas, c'est une pancréatite aiguë qui est grave. Je crois que la question d'après d'ailleurs, c'est le score de Balthazar, voilà. Et le score de Balthazar, c'est deux critères. D'abord l'élément morphologique du pancréas, donc c'est le morphologique. Et on a un point par item. Donc le A, c'est pancréas normal. Le B, c'est juste l'élargissement du pancréas. C'est ce qu'on avait pour la première patiente. Le C, c'est l'infiltration de la graisse. Donc c'est ce que je vous montrais, enfin c'est ce que je vous ai pas montré justement, qu'on va essayer de voir plus tard, qui est cette densification de la graisse qui va être plus dense, qui va vraiment perdre cet aspect grisé, cet aspect noirâtre, pour prendre un aspect plus fibreux, plus tissulaire. Le D, c'est une seule coulée de nécrose. Et le E, c'est soit plus d'une coulée de nécrose, soit la présence de bulles d'air, de gaz, qui signe donc la nécrose également. Le deuxième item, c'est la quantification de la nécrose. Et là, on a 3 points par item. Donc ici, on a 0 points. Ici, on a 3 points. Ici, on a... Pardon, non, on a... C'est 2 points par item. Donc en fait, nécrose inférieure à 30%, nécrose de 30 à 50%, et enfin, nécrose supérieure à 50%. Donc c'est vraiment des items qui vont compter beaucoup plus que les critères morphologiques. Vous voyez que les critères morphologiques, ils comptent pour 1 point uniquement, alors que les critères, la quantification de nécrose, compte pour beaucoup plus de points. Et il faut se souvenir en gros qu'un score de Balthazar qui est supérieur à 7, on va avoir 17% de mortalité. Donc c'est important. Au-delà de 7, on a vraiment une pancréatite aiguë qui est grave et qu'il faudra prendre en charge de manière très soigneuse. En deçà de 3, pour le score, on a une mortalité qui est inférieure à 30%. Donc c'est également un chiffre qui est facile à retenir. Une pancréatite aiguë qui est à moins de 3, il faudra s'occuper de gérer les douleurs, mais il n'y aura probablement pas de complications à court et moyen terme. Alors justement, la question 6. L'état de votre patiente s'améliore doucement et la fille de Madame G vient parler à sa mère. Elle a l'impression que sa mère vire au jaune
Donc ça c'est facile, hein. En médecine, un patient jaune c'est ce qu'on appelle un ictère. Et il faut savoir si l'ictère est obstructif ou non obstructif, ou s'il est à bilirubine libre ou à bilirubine conjuguée. Et vous demandez directement un scanner de contrôle, puisque les examens biologiques montraient un ictère à bilirubine donc conjuguée, qui signe un obstacle sur les voies biliaires. Et donc votre scanner, encore une fois, c'est un scanner qui est abdominal, qui est centré sur le pancréas, même si on ne le voit pas très bien ici. On voit encore une fois l'aorte qui est là. C'est très probablement un temps qui est artérioportal, puisqu'on voit que l'aorte est rehaussée et qu'on a également des veines portes qui sont également rehaussées. Donc c'est un temps artérioportal. Ce qu'on voit ici, ça saute aux yeux. Donc on va refaire tout d'abord l'anatomie, le foie, les reins encore, la surrénale qui est juste ici, la rate. Comme ça, on se repère, c'est déjà bien. Et ce qui nous intrigue, c'est quoi? C'est bien sûr cette énorme masse qui est ici et qui prend toute la place du pancréas normal en fait. Le pancréas devrait être à peu près ici. Et là, vous voyez qu'on voit plus du tout le pancréas et qu'on voit cette volumineuse collection qui est ici. Si on l'analyse, on voit donc que c'est une collection qui est bien limitée, qui est de très grande taille, puisqu'elle elle occupe quasiment la moitié de l'abdomen. Elle est liquidienne, elle est hypodense, donc liquidienne, et on voit qu'elle est un peu hétérogène, puisqu'il y a des petites zones ici qui sont un peu plus denses. Elle est précisément dans la loge pancréatique, et à la distance de la pancréatite aiguë de la mère. Donc on peut penser à une complication de la pancréatite aiguë, à distance, qui est quoi? Qui est le pseudokyste. Donc ça, c'est une collection qui est liquidienne, qui est bien limitée, mais sans paroi propre. Si on efface le trait que j'ai fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de paroi. Vous voyez que le kyste s'arrête d'un coup. Donc il n'y a pas du tout de paroi. C'est donc un pseudokyste. Et pourquoi la mère devient ictérique? Parce qu'il y a probablement une compression des voies biliaires. Et comment est-ce qu'on voit s'il y a une compression des voies biliaires? On va regarder dans le foie notamment. Et ici, toute cette zone-là, qui est hypodense, ici également, là également, et la voie biliaire principale qui est ici, vous voyez qu'elles sont dilatées. À l'état normal, elles ne doivent pas être visibles. Et ici, elles sont très clairement dilatées. Donc on a une dilatation des voies biliaires associée à un pseudokyste du pancréas. C'est donc un pseudokyste qui est obstructif, qui obstrue les voies biliaires, et qui provoque cette ictère chez la mère. Donc rappelez-vous les petits signes. Tout ce qui est hypodense est liquidien, encore une fois. Donc le pseudokyste ici, et les voies biliaires qui sont dilatées ici. On en voit également ici. Donc sur la correction, j'avais mis 5 points pour tous. J'avais mis 5 points pour le terme de collection, pour l'absence de paroi. Donc ça signe le pseudokyste encore une fois. Il n'y a pas de paroi, je vous le rappelle. Et enfin la dilatation des voies biliaires, qui était plus compliquée à voir, mais que vous deviez rechercher du fait de l'ictère clinique. Donc c'est la clinique qui vous oriente sur ce que vous cherchez, encore une fois. C'était donc un pseudokyste pancréatique qui comprimait les voies biliaires. Et donc ça explique l'ictère, et l'ictère est très probablement à bilirubine conjuguée, donc obstructif. C'était la dernière question de cet énoncé, qui nous a permis de faire le point sur la pancréatite aiguë, donc qui est une pathologie qui est très, très facilement tombable, où il y a forcément de l'iconographie. Là on a vu une pancréatite aiguë qui n'est pas grave, une pancréatite aiguë qui est un peu plus grave, et on a vu une complication classique de la pancréatite aiguë, qui est la constitution d'un pseudokyste. Il faut savoir que le pseudokyste, ça survient à moyen ou à long terme, et ça peut soit comprimer les voies biliaires, ça crée un ictère, et on verra donc cet aspect de dilatation des voies biliaires. Ça peut comprimer le duodénum ou l'estomac, entraînant une symptomatologie d'occlusion, et ça peut tout simplement être douloureux sur les plexus nerveux, et entraîner des douleurs très vives, très intenses, qui vont nécessiter des antalgiques de classe élevée, notamment des opiacés. Donc pensez toujours au pseudokyste dans une complication à moyen ou long terme d'une pancréatite aiguë. Donc c'était l'item 268, et vous voyez qu'il y a les recommandations sur le bon usage des examens radiologiques en urgence d'avril 2004, qui est en cours de reformation, et qui permet de savoir précisément à quel moment il faut faire les examens, dans quel délai, et quel type d'examen il faut privilégier.